Voilà. Donc la théorie de la complexité touche au domaine des mathématiques et de l'informatique. Le but, c'est l'étude formelle de la quantité de ressources, le temps, l'espace en général, exigée par un algorithme. Il s'agit donc d'étudier la difficulté des problèmes, de les organiser en classes et enfin de les comparer. Nous avons fait dans un premier cours sur la complexité une introduction générale avec une petite historique en rappelant les problèmes de décision et la machine de Turing. Donc, dans un deuxième cours, je vais introduire les principales classes de complexité existantes avec des exemples de problèmes bien connus. Voilà, donc on va étudier les classes de complexité donc en temps et en espace. Donc, comme introduction, donc on va s'intéresser aux ressources nécessaires pour la résolution des problèmes. Donc, l'espace et le temps. On ne s'intéresse qu'aux problèmes de décision. Et donc, on suppose que toutes les machines de Turing s'arrêtent. Donc, l'espace et le temps seront définis relativement aux machines de Turing. Les classes de complexité peuvent être définies de la manière suivante. Donc, time de T de N, donc c'est un ensemble. C'est l'ensemble des langages. Monsieur, Oui. monsieur, vous n'êtes pas dans le mythe de SIL. Je suis dans quel mythe? Vous êtes dans le mythe SIL seulement. Oui, parce que je n'arrive pas à me connecter. Donc, essayez de vous connecter dans le mythe actuel. D'accord. Voilà. Donc, time de TTN, c'est l'ensemble des langages qui peuvent être décidés en temps T de N par une machine de Turing déterministe. Et N time de T de N, c'est l'ensemble des langages qui peuvent être décidés en temps T de N par une machine non déterministe. Donc, vous voyez, on met le N avant. Donc, ça définit des classes en général. Monsieur, Oui. Excusez-moi, vous vous êtes déconnecté du mythe de la section SIC. Donc, essayez de se connecter au mythe de SIL, parce que je n'arrive pas à me connecter. D'accord. D'accord? D'accord. Voilà, donc excusez-moi. Voilà, donc vous avez les deux classes, donc ça va dépendre de T de N. T de N. Donc, les classes importantes, c'est quand T de N est un polynôme. Donc, plus particulièrement, on définit la classe P. C'est la classe des problèmes qui peuvent être résolus en temps polynomial par une machine déterministe. Donc, la fonction T de N, ça sera O de P de N, avec P de N un polynôme, N puissance K avec K une constante. Donc, ça, c'est la classe P. La classe NP, c'est la classe des problèmes qui peuvent être résolus en temps polynomial par une machine non déterministe. Donc, on ajoute le non déterministe. Voilà, donc c'est N time de O de P de N, et P de N donc, est un polynôme. Et la classe EXP, c'est la classe des problèmes qui peuvent être résolus en temps exponentiel par une machine déterministe. Et donc, ça sera time de O de 2 puissance P de N, avec P de N un polynôme. Voilà donc les classes les plus importantes, P, NP et EXP. Voilà. Donc, c'est une classe de problèmes qu'on va classifier donc, en fonction de leur résolution. Voilà.
Donc les classes les plus importantes, c'est surtout les classes qui sont résolues en temps polynomial, c'est-à-dire faisables sur une machine. Donc intuitivement, on a la relation P inclus dans NP qui est inclus dans EXP. Donc vous avez ce schéma de figure en général. P est un sous-ensemble de NP et NP est un sous-ensemble de EXP. Donc il faut faire attention à NP. Donc NP ne veut pas dire non polynomial, mais polynomial, mais non déterministe. Donc P, c'est polynomial déterministe et NP, c'est polynomial non déterministe. Donc en faisant référence donc, à la machine de Turing. La question P égale NP reste encore ouverte. Une question qui a été posée en 1970 et donc reste un problème d'actualité. Donc il y a même $1 million à gagner si quelqu'un arrive à faire cette démonstration. C'est quoi les problèmes d'Ampé? Donc les problèmes d'Ampé, ce sont tous les problèmes que l'on peut résoudre sur une machine réelle, en temps polynomial. Donc exemple, est-ce que A est le PGCD de deux entiers B et C? Donc rappelez-vous, on ne s'intéresse qu'au problème de décision, c'est-à-dire que le problème, il a une réponse oui ou non. Donc est-ce que A est le PGCD de deux entiers B et C? Donc on peut appliquer un algorithme, l'algorithme d'Euclide, qui existe pour vérifier que A est le PGCD. Est-ce qu'un tableau il est trié? Donc étant donné un tableau, on peut savoir tester, savoir s'il est trié ou pas. Étant donné une matrice NN et un vecteur B, existe-t-il un vecteur X tel que AX égale B? C'est ce qu'on appelle le système de Cramer. C'est la résolution d'un système d'une équation à un inconnu. Donc on a la solution à ce problème. Donc si on a une solution, donc ça veut dire qu'il est dans P. Le problème du gap, c'est le problème d'accessibilité dans un graphe. Existe-t-il un chemin d'un nœud S vers un nœud T dans un graphe? Ce qu'on appelle le problème du gap. Donc là, il existe un algorithme qui se déroule de façon polynomiale et qui détermine le chemin de SA, qui répond à la question existence d'un chemin de SA. Voilà, donc étudions par exemple ce problème-là, ce problème du gap. Donc on a un graphe non orienté et on a deux sommets et on veut répondre à la question est-ce que G contient un chemin de SAT? Voilà. Donc il existe un algorithme polynomial pour répondre à cette question qui est le suivant. Donc marquez le nœud S. Donc au départ on suppose que tous les nœuds ne sont pas marqués. Marquez le nœud S, ensuite répétez jusqu'à ce qu'aucun nœud ne soit marqué. Donc qu'est-ce qu'il faut répéter? Pour tout nœud B dans G, s'il existe un arc AB, tel que A est marqué, alors marquez B. Donc vous avez donc ici un algorithme. Donc vous avez deux boucles, et on s'arrête dès qu'il n'y a aucun nœud qui ne soit marqué. Voilà, donc si on déroule l'algorithme sur le graphe qui est là, donc on marque le nœud de départ S. Ensuite, on va répéter pour tout nœud B dans G, donc on va prendre les nœuds X1, X2, X3, X4. Voilà.
Donc on prend le nœud X1. S'il existe un arc vers X1, donc là il existe un arc vers B, vers X1, tel que A est marqué, S il est marqué, on marque X1. La même chose, est-ce qu'il existe un arc donc A vers X2, tel que A est marqué, et s'il existe, on le marque. Donc on fait des passages. Donc premier passage, on marque un ensemble de nœuds. Voilà, donc si un nœud répond à cette question-là, à ce test, on le marque. Par exemple, un A, S, il est marqué au départ, je prends X1. Donc il existe un arc vers X1, donc on marque X1. Il n'existe pas un arc vers X2 d'un nœud marqué. Il n'existe pas, donc X2 on ne le marque pas, et ainsi de suite. Donc on marque ce qu'on peut marquer. Ensuite, on revient, on répète le processus, et cette fois-ci, on va marquer X2, parce qu'il existe un arc de X4 vers X2. Donc on marque X2. Ensuite, on fait un troisième passage, et dans ce troisième passage, on ne marque aucun nœud, puisqu'ils sont tous déjà marqués. Donc l'algorithme s'arrête, et il répond donc à la question. Donc si T est marqué, on accepte. Donc ça veut dire que la réponse est oui, sinon la réponse est fausse. Voilà, donc si on examine la complexité de cet algorithme, donc sachant que M est le nombre de nœuds, donc il fonctionne au de M2, donc de manière polynomiale. Donc ça veut dire que le problème du gap peut être résolu en un temps polynomial. Donc il est dans la classe P. Voilà. Donc la boucle interne c'est M, la boucle externe du pire des cas c'est M, donc c'est 1 fois M, M au carré. Les problèmes dans NP. Donc ce sont tous les problèmes qui sont dans P. Voilà, donc vous avez la relation P, il est inclus dans NP. Du fait que, donc si un problème il est résolu en haut de N de K, donc résolu, alors une solution, elle est aussi vérifiable. On peut la vérifier. Il suffit tout simplement en déroulant le programme. Voilà. Donc de cette manière, tout ce qui est dans P, il est dans NP. De plus, sachez que une machine de Turing déterministe est un cas particulier d'une machine de Turing non déterministe. Donc le non déterminisme, à une étape, vous avez plusieurs éventualités. K choix. Donc il suffit de prendre K égale 1. Donc ainsi, toute machine non déterministe peut être considérée comme machine déterministe, dans le cas où K est égal à 1. Facteur de branchement. Voilà, donc il est facile de montrer que P, il est inclus dans NP. Donc la caractéristique principale d'un problème NP, donc non déterministe polynomial, c'est qu'il existe un algorithme qui vérifie une solution de manière polynomiale. Donc les problèmes dans P, c'est des algorithmes qui décident. Par contre, les problèmes dans NP, c'est les algorithmes qui vérifient. Parce que le nombre, il est tellement important, donc on ne peut pas vérifier tout. Donc il suffit de prendre une instance qui est solution et de pouvoir la vérifier et en temps polynomial. Donc exemple de problème. Donc il se trouve que le problème que j'ai exposé tout à l'heure, il est dans NP. Donc il est dans P et il est aussi dans NP. Donc pourquoi? Donc on peut appliquer un parcours en largeur. Donc tout le monde sait que pour trouver le chemin d'un nœud S vers un nœud T, on peut appliquer un parcours en largeur. Mais seulement il est de complexité O2BD.
B, c'est le degré maximal d'un nœud, et D, c'est la profondeur. Voilà, donc ça se déroule de manière exponentielle. Mais on peut toujours vérifier. Donc il existe un algorithme polynomial qui vérifie si une séquence de nœuds forme un chemin d'un nœud S vers un nœud donné. Donc on se donne un chemin de S à T et on vérifie. On vérifie que c'est bien un chemin. On se donne une séquence et on vérifie que cette séquence forme un chemin. Donc cette vérification, elle se fait de manière polynomiale. Et donc le gap appartient à la classe NP. Pourquoi? Parce qu'il existe un vérificateur qui permet de vérifier une solution. Voilà, donc je rappelle, problème dans P, on décide, et problème dans NP, on vérifie. Donc c'est les deux notions plus importantes. Exemple de problème dans NP, donc clique dans un graphe, donc on a un graphe non orienté, avec V l'ensemble des nœuds, E l'ensemble des arcs, et soit K un entier positif. K inférieur ou égal à 1. Est-ce que G contient une clique de longueur K? Donc bien sûr, on va définir ce que c'est qu'une clique. Une clique de longueur K, c'est un sous-ensemble. Tel que le cardinal de ce sous-ensemble est K, le nombre d'éléments, et deux sommets quelconques sont joints par une arête. Voici un exemple, donc ce qu'il y a en bleu, ça forme une clique. Donc vous prenez deux éléments quelconques, deux nœuds quelconques, il y a une arête qui les joint. Voilà, c'est ce qu'on appelle une clique. Voilà. Donc, est-ce que G contient une clique de longueur K? Donc là, si on veut énumérer toutes les possibilités, donc il va y avoir CN4. C'est le nombre de combinaisons de K de n éléments K à K. Voilà. Donc c'est un nombre qui est exponentiel, donc on ne va pas essayer toutes les possibilités, mais seulement on peut, étant donné un sous-ensemble, on peut vérifier si c'est une clique ou pas. Voilà. Donc c'est un algorithme non déterministe. Donc on peut vérifier de façon non déterministe. Donc on se donne qu'à sommer et on peut vérifier avec un algorithme polynomial qui se déroule en O de K2 si cet ensemble-là, cet ensemble de sommets forme ce qu'on appelle une clique. Donc la vérification, elle se fait de manière polynomiale. Il appartient donc à la classe NP. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a pas un algorithme qui décide si, donc pour tout sous-ensemble de K éléments, si c'est une clique ou pas. Sinon, ça va devenir exponentiel. Donc, il faudra énumérer tous les cas. Voilà, donc un autre exemple, système d'équations linéaires, étant donné un système d'équations linéaires AX égale B, B n fois n. C'est-à-dire qu'il y a plus d'équations que d'inconnus. Donc là, il y a une infinité de solutions, mais seulement ce qu'on peut faire, on peut vérifier. Si on se donne une solution, donc une proposition de solution, on peut vérifier si elle satisfait les équations. Voilà, donc il est dans NP. Donc on peut vérifier. Mais on ne peut pas tester tout. Voilà, c'est ça qui fait la différence avec P. Un autre exemple de problème dans NP, c'est le fameux problème de SAT, de satisfabilité. Donc, étant donné une variable booléenne, x1, x2, et une formule de la logique, existe-t-il une affectation de valeurs vraies et faux aux variables qui rend la formule satisfaite? Voilà, donc vous voyez, donc, on se donne une formule. C'est un produit de somme
Voilà, donc chaque variable peut prendre la valeur vrai ou faux. Le prime désigne la négation. Et est-ce qu'on peut donc trouver une affectation à ces variables pour que l'expression soit vraie? Voilà. Donc là aussi, si on veut énumérer tous les cas, donc il va y avoir 2 puissance n possibilités. Parce que chaque variable peut prendre 0 ou 1. Donc sinon on a n variables, donc on peut, donc 2 puissance n possibilités, ce qui est très grand. Mais seulement, si l'on se donne une affectation aux variables x1, x2, xn, on peut voir, on peut vérifier, en calculant, on peut vérifier si c'est un certificat ou pas. C'est-à-dire, est-ce que c'est une solution ou pas. Donc, SAT appartient à la classe NP. Problème 3 SAT, c'est exactement le même problème que SAT, mais vous avez exactement 3 littéraux par clause. Donc, regardez dans l'exemple qui est là, donc ça, c'est ce qu'on appelle les clauses. Donc, vous avez un produit de 4 clauses et vous avez une clause qui est de longueur 2. Par contre, dans 3 SAT, toutes les clauses sont de longueur 3. Donc là aussi, le problème, il est dans NP. Le problème subset somme. Donc, étant donné un ensemble de n entier, existe-t-il un sous-ensemble dont la somme de ces éléments est égale à B? Voilà, donc si on se donne cet ensemble-là, et on se donne B égale 36, est-ce qu'il existe un sous-ensemble? Voilà. Donc là, si on veut énumérer toutes les solutions possibles, il existe 2 puissance n. C'est le nombre de parties de sous-ensembles dans un ensemble. Donc 2 puissance n, il est exponentiel. Prendre chaque sous-ensemble, faire la somme et voir si c'est égal à 36. Mais malheureusement, donc, ce n'est pas possible parce qu'on est dans la classe 1P, polynomial non déterministe. Donc, il faut trouver quelque chose qui se déroule en temps polynomial. Donc, ce qu'on peut faire, c'est uniquement vérifier. Donc, si on se donne un sous-ensemble, il est facile, avec un algorithme simple, de vérifier si la somme est égale à grand B. Voilà. Et il appartient donc à la classe NP. Par exemple, la réponse est oui si on a 4, 8 et 24. Partition. Donc ça, c'est des problèmes très connus en graphe. Étant donné un ensemble d'un entier, est-ce qu'on peut le diviser en 2 classes de même somme? Donc là aussi, si on veut faire la méthode bulldozer, c'est-à-dire énumérer tous les cas, donc comme il existe 2 puissance n parties dans un ensemble de n éléments, donc il faut prendre chaque partie, prendre le complémentaire et de calculer la somme et voir si c'est la même chose. Donc, ça va prendre un temps exponentiel. Mais seulement, on peut vérifier. Voilà, donc si on se donne 2 classes, 2 sous-ensembles, on peut vérifier s'ils ont même somme ou pas. Voilà, par exemple, la réponse est oui. Si on se donne cette classe et cette classe, 2 sous-ensembles, ils ont la même somme. Donc, c'est un problème qui est dans NP. Donc, si on passe au jeu, par exemple, le jeu de Sudoku, donc étant donné une matrice 9-9, composée de 9 sous-matrices, 3-3, existe-t-il un remplissage avec les contraintes suivantes? Un seul chiffre par ligne, un seul chiffre par colonne et un seul chiffre dans chaque sous-matrice. Donc, c'est un jeu très connu, le jeu de Sudoku. Donc, voici un exemple. Donc, on peut se donner cette grille. Donc, vous voyez, c'est une matrice 9-9. Il y a des sous-matrices 3 x 3. Donc, on veut qu'il y ait un seul chiffre par ligne, un seul chiffre par colonne et un seul chiffre par sous-matrice. Voilà. Donc, on se donne ça et on vous demande le jeu. Donc, on vous demande de compléter en respectant ça. Voilà.
Donc là aussi, si on énumère tout, donc c'est un nombre donc, qui est exponentiel. Mais seulement si on se donne une configuration, donc on remplit tout, on peut vérifier. On peut vérifier de manière polynomiale si ça répond ou pas. Donc il suffit de faire deux boucles imbriquées pour avoir chaque élément de la matrice et pour chaque élément faire les trois vérifications. Un seul chiffre par ligne, un seul chiffre par colonne et un seul chiffre dans chaque sous-matrice. Donc on peut faire la vérification de manière polynomiale. Donc si on résume, propriété des problèmes NP. Donc choisir de façon non déterministe un objet et vérifier que l'objet satisfait une certaine propriété. Voilà. Donc là, mais ce qu'il faut faire attention, c'est que la vérif doit se faire en temps polynomial. Donc un langage L est dans la classe NP si et seulement si il existe un vérificateur en temps polynomial. Donc ça résume bien ce qu'on a dit jusque-là. Problème dans UXP. Donc c'est la classe des problèmes qui peuvent être résolus en temps exponentiel par une machine déterministe. Donc là, il y a un algorithme qui décide. Ce n'est pas un algorithme qui vérifie, puisque vous avez une machine déterministe. Mais seulement, la décision, elle se fait en un temps exponentiel. Donc, c'est ce qu'on appelle le problème dans UXP. Donc, sachez que NP, il est inclus dans EXP, et c'est facile à démontrer ça. Donc, donc on essaie tous les cas possibles. Donc, malheureusement, ils sont en nombre exponentiel, mais vous avez un algorithme exponentiel, machine déterministe exponentielle. Donc, on prend tous les cas et puis on vérifie. Donc, si l'un des cas vérifie, donc l'algorithme s'arrête, on répond par oui. Et sinon, on continue à tester tous les cas. Voilà. Donc, caractéristiques des problèmes EXP. Donc, tous les problèmes qui sont dans NP, si on veut donner une solution, la solution, elle est exponentielle. Donc, ils sont, par conséquent, inclus dans EXP. Revenons au problème du gap. Donc, on a vu que le problème du gap, il est dans P, parce qu'on peut trouver un algorithme polynomial qui décide. Il est aussi dans NP parce qu'on peut trouver un vérificateur qui vérifie si c'est une solution ou pas. Et il est aussi dans la classe EXP. Donc, dans la classe EXP, donc, il suffit d'appliquer un parcours en largeur. Donc, tout le monde sait que le parcours en largeur a une complexité de B puissance n. B, c'est le degré maximal d'un nœud. Et n, c'est le facteur c'est la profondeur. Donc, si la profondeur est très grande, donc, vous avez donc une complexité exponentielle. Voilà. Donc, mais seulement, on peut donner un algorithme qui prend tous les cas possibles. Et pour chaque, donc, il va à la découverte d'un chemin de S vers T. Voilà. Donc, il est dans EXP. Donc, sachez que tout ce qui est dans P, il est inclus dans NP, et tout ce qui est dans NP, il est aussi inclus dans EXP. Prenons le problème de la somme. La somme, on a vu qu'il est dans NP, il est aussi dans EXP. Donc, regardez sa solution. Donc, il existe 2 puissance n parties possibles dans un ensemble de n éléments. Donc, on peut donner l'algorithme déterministe suivant. Donc, c'est un algorithme qui est déterministe. Réponse égale non, répéter, générer un sous-ensemble E. Donc, supposons que l'ensemble vide il est généré à la fin. Vérifier, donc on vérifie, ça donne une réponse. Donc, on vérifie ce qu'on a, la somme qui est égale à B.
Sinon, donc, ça tourne. Donc, jusqu'à ce que la réponse, elle est oui, ou bien on génère le dernier ensemble vide. Voilà, donc vous avez un algorithme déterministe, mais seulement qui se déroule en temps exponentiel, parce qu'il existe 2 puissance n parties possibles dans un ensemble de n élément. Autre problème dans UXP, mais qui n'est pas dans NP. Donc, c'est le jeu d'échecs dans sa version généralisée. Donc, la version générale, donc vous avez 2 joueurs qui s'affrontent. Ils placent à tour de rôle des pièces, sur un plateau de n fois n cases, donc le jeu d'échecs généralisé. Donc, le jeu d'échecs normal, c'est 8 fois 8. Donc, là, généralisé, n fois n. Voilà, de 4 fois n pièces. Donc, 2 n pièces pour chacun des 2 joueurs. Donc, si on prend, par exemple, n égale 8, donc vous avez, chaque joueur, il a 16 pièces. Voilà. Donc, ils s'affrontent. Le but consiste à mettre l'autre joueur en échec et mat. Donc, échec et mat, donc veut dire le roi, il est en prise et aucun coup pour le secourir. Et donc, il a perdu. Voilà. Donc, la durée du jeu, elle est exponentielle en la taille de l'échiquier. Voilà. Donc là, vous voyez, là, donc on ne peut même pas donner une solution et la vérifier. Donc là, il faudra énumérer tous les cas. Donc, on démontre que l'arbre de jeu, il couvre 10 puissance 120 parties plausibles, donc possibles pour n égale 8, simplement. Donc, si on prend n quelconque, donc le nombre grandit très vite. Donc, un autre jeu de société qui n'est pas non plus dans NP, c'est le jeu du Go, dans sa version généralisée. Donc, vous avez 2 joueurs. Les joueurs placent à tour de rôle des pierres, noires et blanches, sur les intersections d'un tablier, NN. Voilà, donc vous avez un tablier, ce qu'on appelle un tablier, le plateau du jeu, et on pose les pions sur les intersections. Il y a des lignes, il y a des colonnes, et on pose les pierres, c'est des pierres, dans sa version originale, sur les intersections. Alors le but du jeu, c'est quoi? C'est bâtir des territoires. C'est-à-dire qu'il faut encercler les pions de l'autre couleur. Donc les pierres encerclées seront des prisonniers. Et donc le gagnant, c'est celui qui totalise le plus de territoire et de prisonniers. Voilà, donc c'est un jeu qui offre beaucoup de possibilités. Et c'est un problème qui n'est pas dans NP, mais il est dans EXP. Donc la durée du jeu, il est exponentiel. Donc si on prend un plateau typique, un tablier typique, c'est-à-dire 19 fois 19, donc on démontre que l'arbre de jeu couvre 10 puissance 600 parties possibles. Voilà, donc un nombre très très grand. Question P égale NP. Revenons donc sur la question P égale NP. Donc l'évidence, c'est que P est inclus dans NP. Voilà, donc vous avez ce schéma. Donc au fil du temps, donc il y a des chercheurs qui essayent de voir si des problèmes NP ils peuvent devenir P. Et entre-temps, il y a de nouveaux problèmes NP qui peuvent apparaître. Donc, vous avez, disons, à peu près ce schéma. Dès qu'on trouve un problème qui était dans NP, on le trouve, on lui donne une solution polynomiale, il va devenir P. Donc, il grandit. Et NP peut aussi grandir avec le temps si jamais il y a d'autres problèmes qui apparaissent. Donc, un exemple à ceci, donc vous avez en 2002, par exemple, il y a des chercheurs indiens qui ont prouvé que le test de primalité
supposé longtemps dans la classe NP, donc ils ont montré que ce test, il est dans P. C'est-à-dire, on se donne un nombre n. Est-ce qu'il est premier? Est-ce que c'est un nombre premier ou pas? Voilà. Donc, ce problème, il était dans NP. Jusqu'à 2002, il a été résolu, donc il est devenu P. Parce qu'on a trouvé un algorithme polynomial qui décide un nombre n. Il décide, donc on applique l'algorithme et il nous dit si c'est un premier ou pas. Ce n'est pas une vérification, mais il trouve. Voilà. Donc il a été ensuite amélioré en O de N6. Donc la question P égale NP, finalement, elle revient à répondre à la question suivante. Est-ce que tout problème avec une solution vérifiable polynomialement peut aussi être résolu polynomialement? Parce que NP, c'est la vérifiabilité et P, c'est la résolution. Donc, est-ce qu'une solution vérifiable polynomialement peut être résolue polynomialement? Donc, c'est le sens de P égale NP. Ou bien, trouver une solution est-il aussi facile que de la vérifier? Voilà, donc vérifier en général c'est simple, mais pour la trouver c'est plus difficile. Donc est-ce que trouver une solution c'est la même chose que vérifier? C'est un peu le sens de la question P égale NP. Voilà, on termine le cours par la complexité en espace. Donc l'espace mémoire dynamique utilisé par un algorithme. Donc un algorithme, quand il se déroule, il consomme bien sûr du temps, mais aussi de l'espace. Donc s'il utilise une structure de données, par exemple dynamique, telle que liste, une file d'attente, une file, etc. Exemple, pour un parcours en largeur, on a besoin d'une file d'attente pour sauvegarder les nœuds du niveau antérieur. Voilà. Donc, plus on descend dans les niveaux de l'arborescence ou du graphe, et on va donc sauvegarder plus de nœuds. Donc, on peut donc s'intéresser à la ressource espace, comme on s'est intéressé à la ressource temps. Donc, bien sûr, on se place dans le cas le plus défavorable, donc en utilisant donc, la notation. Et dans le cas d'une machine de Turing, l'espace désigne le nombre de cases visitées pendant le calcul. Donc, ce qui représente la longueur maximale d'une configuration de la machine. Donc, je rappelle, configuration de la machine, on est sur un état, la tête de lecture positionnée sur une case de ruban. Une configuration, c'est tout ce qui a été analysé, plus tout ce qui va venir. Voilà. Donc, quelques classes de complexité en espace. Donc, vous avez la classe N, des problèmes résolus en espace logarithmique sur une machine déterministe. NL, donc N, c'est pour non déterministe, toujours espace logarithmique. P-space, c'est la classe des problèmes résolus en espace polynomial sur une machine déterministe. Donc P, on ajoute space. Vous avez NP space sur une machine non déterministe. EXP space, c'est la classe des problèmes résolus en temps en espace exponentiel. Donc là, on s'intéresse bien sûr à l'espace sur une machine déterministe. Et NEXP space, c'est résolu en espace exponentiel sur une machine non déterministe. Donc le N qui précède les classes, donc c'est pour le non déterminisme. Donc il y a un fameux théorème à ce propos. Donc vous avez S une fonction de N dans R+, tel que S de N est supérieur ou égal à 1. Une machine non déterministe qui fonctionne en espace S de N
est équivalente à une machine déterministe qui fonctionne en espace O2S2 donc tout simplement le carré. Donc vous voyez, ça reste polynomial. Donc S2n, S2 au carré. Donc l'ordre, vous voyez. Donc sachez que, bon, j'ai donné auparavant un théorème quand on a introduit la machine de Turing. Pour la complexité en temps, le passage d'une machine non déterministe à une machine déterministe se fait de manière exponentielle. Donc j'avais donné un théorème dans ce sens. Par contre, quand il s'agit d'un espace, donc elle ne se fait pas de manière exponentielle. Vous voyez, il suffit d'avoir le carré. Donc, de cette manière, le théorème de Savitch relie les classes déterministes et non déterministes. Donc, il les relie et on a des résultats donc remarquables. N space est égal à P space. Voilà, donc on relie le déterminisme au non-déterminisme. Et NEXP space est égal à EXP space. Voilà, on termine en résumant, en faisant une synthèse de toutes les classes qu'on vient de présenter. Donc vous voyez, vous avez L qui est inclus dans NL. NL, il est inclus dans P. P inclus dans NP. NP inclus dans P space. Ce dernier, il est inclus dans EXP, qui est lui-même inclus dans NEXP. Et NEXP, il est inclus. Donc vous avez donc cette figure qui dresse donc une synthèse. Voilà, donc la présentation de toutes les classes, enfin des principales classes de complexité qui existent. Et le plus important donc de ces classes, c'est les classes P et NP. Voilà, merci de votre attention.